Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys! Donc, it's that time of the year où est-ce qu'on regarde les prédictions pour l'année à suivre, donc l'année 2025 dans ce cas-ci. J'ai quand même hâte de vous en parler étant donné que cette année semble pas mal décisive, pas mal transformatrice pour le collectif et aussi évidemment pour nos vies personnelles. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans qu'est-ce que l'année 2025 nous réserve. Donc, une chose à savoir, c'est qu'en 2025, il va y avoir énormément de planètes transgénérationnelles qui vont changer de signe. Donc, des planètes qui avancent lentement dans le ciel et qui prennent du temps à changer de signe. Mais là, ça se passe. Cette année, il y en a plusieurs qui vont le faire en même temps, ou du moins au courant de cette année. Par contre, il y en a beaucoup d'entre elles qui vont, oui, rentrer dans ce nouveau signe, mais rétrograder par la suite dans leur ancien signe et officiellement s'y installer dans le nouveau en 2026 seulement. Donc, ça se peut que cette année, on sente clairement du changement, mais que ce changement s'officialise l'année d'après. Donc, cette année, on peut conclure les anciens thèmes des planètes dans les anciens signes et doucement avoir un avant-goût des changements associés aux nouveaux signes aussi en transit. Donc, j'ai vraiment hâte de voir quel genre de transformation on va vivre. Je vais essayer de vous les décrire un petit peu dans cet épisode, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le début d'une nouvelle ère, puis on a de quoi à être excité. Comme littéralement le monde qu'on connaît ne sera plus pareil au courant des 20 prochaines années, disons, parce qu'il y a énormément de changements qui arrivent. Je veux dire, dès que Pluton rentre dans un nouveau signe, ça fait une grosse différence, mais là, d'avoir plusieurs planètes transgénérationnelles en même temps, c'est beaucoup de waves de changements qui se passent d'une façon parallèle et donc nécessairement, les effets vont se faire encore plus sentir que dans un autre contexte. D'ailleurs, c'est vraiment pas le temps d'avoir peur du changement, de résister à nos façons de faire. Au contraire, c'est la bonne opportunité d'accueillir ce changement-là dans nos vies, de surfer la vague au lieu de nager contre courant puis de s'épuiser. Ok, c'est souvent comme ça que je vois des transits qui sont quand même, challengeants parce que veut pas, on tombe dans un territoire qu'on ne connaît pas. Mais au final, le plus qu'on surfe la vague, encore une fois, et le moins on résiste, mais le plus on va enjoy the ride. Au courant des dernières années, il y avait beaucoup de planètes transgénérationnelles justement en Terre et en eau. OK? Donc, on avait Pluton en Capricorne, il y avait Neptune en Poisson, il y avait Saturne en Poisson, il y avait Uranus en Taureau. Comme il y avait quand même des grandes planètes transgénérationnelles qui étaient dans les signes de terre et d'eau. Là, doucement, on va faire un changement vers des planètes en signe d'air et en signe de feu. Donc, on a Pluton qui rentre en Verseau, on a Neptune qui va rentrer en Bélier, Saturne qui va rentrer en Bélier, Uranus en Gémeaux. C'est quand même des grands changements au niveau énergétique. Ce n'est pas pareil, OK? On est dans différentes énergies plus expansives, plus, je vais dire conquérantes, surtout prenant en considération le signe du Bélier, et interactives, technologiques, considérant le signe du Gémeaux et du Verseau. C'est moins dans le protocole, dans le matériel, dans la stabilité, dans aussi le collectif au niveau, de s'unir les uns les autres avec Neptune en Poisson, avec Saturne en Poisson, de redéfinir nos boundaries au niveau émotionnel et spirituel. Là, on rentre dans une nouvelle ère, littéralement. Donc, on va aborder chaque planète transgénérationnelle qui va changer de signe cette année. Avant toute chose, j'aimerais quand même parler de Pluton en Verseau, qui a changé de signe l'année dernière, donc cette année, là, en 2024. Le 19 novembre 2024, c'est officiellement lorsque Pluton est rentré en Verseau pour de bon. Il va rester jusqu'en 2044, OK? Et Pluton en Verseau, qu'est-ce que ça représente, entre autres? Une grosse transformation au niveau de la liberté individuelle et la liberté collective. Donc, d'un point de vue personnel, c'est où est-ce qu'on peut aller chercher de l'émancipation dans notre vie. D'ailleurs, en passant, je vous ai fait un atelier Level Up 2025 là-dessus, où est-ce que chaque transit transgénérationnel de planète là, va être expliqué dans votre thème astral particulier, dépendamment de votre signe de l'ascendant. Donc, si jamais vous voulez comprendre l'impact de ces changements de planètes qui vont être quand même très importants dans la vie des individus, donc de comprendre ça pour votre thème astral particulièrement et pour votre vie particulièrement, vous pouvez aller prendre l'atelier Level Up 2025. Je vais vous montrer toutes les opportunités que ces gros changements-là impliquent dans la vie de chacun.
En gros, disons que Pluton en Verseau est là pour nous transformer à travers notre sentiment de liberté, de progrès ainsi que d'authenticité. OK? Le plus qu'on avance vers ça dans le domaine de vie qui est touché par Pluton, le plus on va pouvoir utiliser ce transit-là à notre bénéfice. Pour le collectif, ça veut pas juste dire power to the people, OK? Parce que je sais que c'est quelque chose qui revient souvent. Moi, j'ai comme l'impression que ça se peut que la liberté de chacun soit trespassée, OK? Comment on dit en français? Dans le fond, qu'elle soit abusée. Étant donné que Pluton veut pas, c'est le pouvoir. Parfois, c'est l'abus de pouvoir aussi. On l'a vu avec Pluton en Capricorne. Il y a eu beaucoup d'abus de pouvoir dans tout ce qui est hiérarchique, dans tout ce qui est banque, avec le crash. Bref, c'est pas juste le signe du Capricorne qui fait en sorte que ça a été abusé. C'est Pluton, en fait, qui montre l'abus. Donc, ça se peut qu'au niveau de la liberté individuelle ou de la liberté collective, il y ait de l'abus. Si on regarde peut-être au niveau des réseaux sociaux, tu sais que là, on a de la misère à tracer la ligne de qu'est-ce qui est correct ou pas. Invasion of privacy, OK? Tu sais, comme rentrer dans notre vie privée d'une façon qui est peut-être moins morale. Ça se peut là qu'il y ait des choses de ce genre qui se passent. Et c'est souvent ça qui cause une rébellion, OK? Parce que oui, Pluton en Verseau est souvent associé à la rébellion du peuple. On a eu la Révolution américaine ainsi que la Révolution française sous le signe de Pluton en Verseau, donc c'est quand même quelque chose à considérer. Donc oui, power to the people dans ce sens-là, mais c'est souvent power to the people parce qu'il y a eu une frustration ou un abus de pouvoir avant. Donc c'est quand même à considérer. Encore une fois, je suis pas là pour spread bad news, là, mais c'est plus pour dire que moi, je pense malgré tout que souvent un peu d'abus de pouvoir, surtout avec Pluton, étant donné que c'est en Verseau, dans le signe technologique, dans le signe des innovations, dans le signe de la collectivité, mais ça se peut qu'il y ait des abus au niveau peut-être du AI, tu sais, comme jusqu'à où on se rend, le genre de chip, est-ce qu'on met ça à l'intérieur de nous ou pas, tu sais, ce genre de choses-là, morales peut-être, sera à être remis en question définitivement. Ça se peut que le pouvoir se transforme et devienne plus collectif aussi. On parle de gouvernement mondial, tu sais. C'est possible. Sous Pluton en Verseau, moi, j'ai comme l'impression qu'éventuellement, on va se rendre jusque-là. Après, c'est juste des suppositions. Je prétends pas savoir qu'est-ce qui va se passer, mais quand même, ça peut être intéressant à y réfléchir. Donc, je pense que la technologie va quand même prendre beaucoup d'affluence, beaucoup d'importance dans nos vies, en espérant que ça nous contrôle pas et que ça nous limite pas, OK? Mais quand même, nécessairement, il va y avoir des avancées technologiques qui vont être clairement transformatrices, impressionnantes, comme on a de quoi être excited about. Faut juste s'assurer que ça respecte la liberté d'autrui. Donc, je vous le répète, pour savoir d'une façon personnelle comment Pluton en Verseau va nous affecter, je vous conseille de prendre l'atelier que je vous ai créé. Je vous donne des dates aussi de référence, à savoir s'il y a eu des changements à ces dates-là particulières dans vos vies pour avoir une idée de ce que ce changement va représenter au courant des années. Puis, je vous donne évidemment selon les maisons qui seront affectées, ça peut ressembler à quoi puis quel genre d'opportunités vous pouvez saisir à partir de ce transit. La prochaine grosse planète qui va changer de signe, c'est Neptune en Bélier, qui va le faire le 30 mars, OK? Après la saison des éclipses, justement la dernière éclipse en Bélier qui va se passer le 29 mars, on va en parler un peu plus tard. Mais Neptune, ça représente les idéaux collectifs, OK? Donc, qu'on passe du signe du Poisson jusqu'au Bélier, les idéaux vont changer. C'est une énergie qui est très conquérante, OK? Qui est très axée sur la liberté individuelle. Moi, je pense que les gens vont peut-être être un petit peu plus combatifs à ce moment-là, axés sur le développement, moins l'unité puis l'acceptation. Donc, ça reste Neptune, OK? Mais quand même, je sais pas, ça se peut qu'au niveau de défendre nos droits individuels, justement, il y a un petit peu plus de sparks dans l'air par rapport à ça. Je trouve que ça complémente bien, d'ailleurs, Pluton en Verseau à ce niveau-là. We will see. Et un peu plus tard, le 26 mai, c'est Saturne qui va rentrer en Bélier. Donc ici, les boundaries, définir qu'est-ce qui est acceptable ou non, vont être mis en question par rapport à notre liberté parce que Neptune, c'est le sans limite et Saturne, ben, c'est les limites. Donc définir les limites morales de nos structures, exemple comment elles fonctionnent, et de se défendre en tant qu'individu par rapport à ça. Est-ce que c'est juste, OK, le signe du Bélier qui est tellement axé sur la justice? Est-ce que ça fait du sens par rapport à la liberté individuelle et collective? Bref, c'est possible qu'il y ait des remises en question par rapport à ça. La dernière fois que Saturne était conjoint à Neptune, ça s'est fait en 1989 lors de la chute du mur de Berlin, OK, pendant que justement on remettait en question les limites, les structures qui avaient été mises au niveau du communisme. Bon,
Reste que ça se peut que ce soit un genre de thème qui revienne. C'est pas dans le même signe, évidemment. D'ailleurs, en passant, ça se fait dans le 0 degré du bélier. C'est littéralement comme un bouton de reset au niveau de nos structures, au niveau des restrictions de notre liberté ou non. OK? Ça va être intéressant de voir comment ça va se manifester, mais je pense sincèrement que surtout à 0 degré comme ça, il va y avoir un gros effet mondial. Hâte de voir comment, mais honnêtement, ce n'est pas à négliger ce transit-là. Par la suite, on a Jupiter qui rentre en Cancer le 9 juin. Donc, Jupiter change de signe à chaque année. Ça, c'est pas une surprise, mais quand même, il y a une nouvelle énergie qui va rentrer. C'est le signe du Cancer versus celui du Gémeaux. Donc, ici, de favoriser notre intuition, de favoriser notre croissance émotionnelle, c'est quelque chose qui va nous apporter de la chance en 2025. Donc, je vous le répète, mais dans l'atelier, on regarde précisément de quelle façon la chance, on peut aller la chercher, donc quel genre d'opportunité on peut être aux aguets, comment on peut améliorer notre vie selon dans quelle maison Jupiter transite dans notre thème astral. C'est super intéressant. Moi, je trouve que les transits de Jupiter, ça vaut vraiment la peine de s'y attarder. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous voulez faire, encore une fois, vous savez où trouver ça. Après, Uranus tombe en Gémeaux le 7 juillet, OK? Et Uranus, ça amène des changements soudains. Ça amène des imprévus, ça amène des révolutions, ça amène des innovations. Dans le signe du Gémeaux, qui est très technologique, qui est très communicatif, qui est très adaptable, moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'innovations nouvelles qui vont se transformer au courant des 7 prochaines années environ. Par contre, Uranus, ça amène aussi des crises. Parfois, ça amène des imprévus. Donc, on l'a vu avec Uranus en Taureau. Il y a eu une crise de la nourriture carrément là, en mode 2020. Là. En passant, Uranus est en Taureau depuis 2018, mais clairement, l'approvisionnement de nos ressources a été chamboulé. Aussi, au niveau du travail, OK, de nos ressources tangibles, comment on fait de l'argent, le Taureau. Il y a eu beaucoup d'avancées et d'innovations par rapport au travail à la maison, par exemple. Donc ça a été révolutionné carrément. Fait que dans le signe tellement communicatif, interactif, réflexion du Gémeaux, c'est sûr que nos façons d'apprendre vont se transformer, d'après moi, vont se révolutionner, nos façons de communiquer, peut-être dans la traduction, qu'il y ait un système AI qui traduise directement quand quelqu'un parle, puis que là, on n'ait plus de problème de communiquer. Exemple, tu sais, ça peut aller dans plein de sens. Peut-être même au niveau du déplacement, tu sais, comme des voitures avec pas de chauffeur, on a vu ça récemment, mais peut-être que ça va être de plus en plus commun, ce genre de choses, parce qu'il faut se rappeler que Mercure / le Gémeaux, c'est les connexions, donc la connexion peut être aussi au niveau des déplacements. Sachant quand même que Uranus amène parfois du disruptiveness, donc juste des événements soudains qui parfois causent des crises. C'est possible qu'il y en ait au niveau de la technologie, au niveau du leak d'informations, exemple, au niveau même, des technologies qui nous déplacent puis qu'il y ait des problèmes par rapport à ça ou des problèmes au niveau des malentendus de communication, qui sait, OK? Invasion of privacy aussi là-dessus, c'est possible comme avec Pluton en Verseau. Moi, j'ai comme l'impression que la technologie, ça va être notre biggest blessing et aussi peut-être notre biggest curse en même temps, mais bon, reste que dès qu'on veut avancer vers le changement et qu'on update doucement avec le temps, nécessairement, ça demande des adaptations. Je pense qu'on va en voir, mais je pense que de toute façon, on est censé vivre ces avancées-là. Si on est en vie en ce moment, c'est pas pour rien. Il n'y a pas d'hasard là-dedans. On s'est réincarné au moment où est-ce que ce transit-là, on allait avoir tel âge, vous comprenez? Donc, qu'on le veuille ou non, on est censé vivre tous ces changements-là. Puis ça, je parle en général, tous les changements là, de planète qui vont se passer, c'est parce qu'on est censé faire partie de cette ère-là. Donc, pourquoi pas l'accueillir au lieu d'y résister? Donc ça, c'est pour les gros changements de signes. Un mois en particulier qui va être important, je pense, en 2025, c'est entre autres le mois de mars. Je veux dire, on va avoir Mercure rétrograde, Vénus rétrograde, la saison des éclipses et Neptune qui va changer de signe à partir de ce mois-là. Donc, on en parlera. Je vais vous faire une petite description mois par mois là, de l'année 2025, mais je pense que celui-là en particulier va être important. Autre chose, c'est qu'en fin août / septembre, on va avoir un alignement très, très beau entre ces planètes transgénérationnelles qui ont changé de signe. Donc, entre Pluton en Verseau, Uranus en Gémeaux, Saturne en Bélier et Neptune en Bélier, ils s'alignent bien en faisant des sextiles et des trigones, tout ça. Donc, ça harmonise et ça nous montre un peu comment elles peuvent jouer ensemble, ces nouvelles énergies, quel genre de changement on peut s'attendre aussi. Je pense que ça va vraiment être là où est-ce que ça va peut-être être révélé ou du moins mis un petit peu plus à la lumière. Donc, à suivre. Si on commence par regarder le mois de janvier 2025, déjà, Mercure va sortir de son post-shadow phase le 3 janvier. Je pense que nos idées vont définitivement être plus claires, la communication
définitivement plus clair aussi. Bref, on peut mettre le Mercure rétrograde de côté. Il faut dire que c'est pas si important que ça, mais quand même, on start the year avec un fresh mind. Je pense que c'est quand même intéressant. Après, Mars rétrograde va tomber en Cancer le 6 janvier. Donc, de passer du signe du Lion jusqu'au Cancer, je pense que si jamais on a négligé notre monde émotionnel, nos intuitions, tout ce qu'on gardait à l'intérieur, ça se peut que ça ressorte à la surface. D'ailleurs, c'est bien de s'arrêter, à savoir nos motivations ou nos frustrations qu'on garde. Ne pas les laisser juste mariner à l'intérieur parce qu'au final, soit on finit par imploser ou soit elle finit par crier. OK? Donc, si ça murmure, je l'ai déjà dit dans l'épisode de Mars rétrograde, mais sérieux, si ça murmure à l'intérieur, c'est bien d'écouter cette petite voix-là, d'y prêter oreille pour pas qu'elle se rebelle par la suite. Donc, d'apprendre à gérer de façon mature notre énergie, notre motivation, nos frustrations, notre monde émotionnel, tout ça, ça va être de mise. Et aussi, bon, de prendre soin de soi. Veux pas, si on a négligé ça, si on a été trop dans le go-go-go, justement, mais de prendre le temps de canaliser son énergie vers du self-care. Et du self-care ne veut pas juste dire des masques et un bain, là, mais aussi comme du self-care au niveau de se retourner sur soi et de s'arrêter à se poser les bonnes questions pour se faire du bien et pour savoir comment mieux avancer par la suite. Ça va être recommandé pour le mois de janvier. Autre chose, c'est que les nœuds lunaires changent pour un bon 18 mois, OK? Et ça tombe le 11 janvier. Les nœuds lunaires vont tomber dans le Poisson, donc le nœud nord va être en Poisson, et le nœud sud va être en Vierge. On change d'énergie. Avant, on était dans le nœud nord en Bélier, le nœud sud en Balance. Donc, au lieu d'être individualité versus les autres, moi versus nous, mais là, on va plus regarder des thèmes comme l'intangible et le tangible, la dévotion, le sacrifice, mais d'une façon mieux rééquilibrée idéalement, aussi l'ouverture au plus grand, à la mission plus lointaine, versus maîtriser les détails du ici et maintenant. On se refait un épisode particulier sur la saison des éclipses qui, en passant, sont en lien avec les nœuds lunaires. Donc, c'est pour ça qu'on avait des éclipses dans la Balance et le Bélier au courant de l'année et demie dernière. Et là, on tombe dans des éclipses qui vont se trouver dans le Poisson et dans la Vierge. Donc, les thèmes qui touchent le Poisson et la Vierge dans notre thème astral vont nécessairement être touché, impacté, OK? Il va y avoir des péripéties dans ces domaines de vie-là. Donc, c'est intéressant de regarder dans quelle maison ça tombe pour vous, ainsi que si vous avez des planètes ou, voilà, d'autres planètes personnelles, en fait, dans ces signes, le Poisson ou la Vierge. Ensuite, en février, on a Vénus qui rentre en Bélier le 4 et on a Mars qui tombe direct le 23 février. Donc ça, c'est intéressant. Je pense qu'il y a un gain d'énergie peut-être en février ou du moins qu'on soit doucement un petit peu plus motivé. Je sais que ça n'a pas été évident pour tout le monde, mais quand même, ça se pourrait que ce soit plus clair. Pas nécessairement genre 100% facile et wow, tout se passe bien, mais quand même un peu plus motivant. C'est comme si, voilà, on avait rechargé nos batteries et que là, on pouvait doucement commencer à avancer de façon plus alignée à partir du 23 février. Si maintenant on regarde le mois de mars, donc c'est vraiment un gros mois et je pense que ça va nous permettre de trouver notre mission, trouver notre purpose beaucoup plus grande, beaucoup plus intangible qu'on pensait, parce que le nœud nord en Poisson, qui va être associé à la saison des éclipses, qui va aussi, toucher Saturne et toucher Neptune pendant le mois de mars, va nous montrer comment on peut aller s'accomplir d'une façon à travers l'empathie, à travers la connexion divine, à travers la connexion avec les autres, à travers notre connexion à nous-mêmes aussi, comme c'est très spirituel ce mois-là, mais en même temps qui est dosé de responsabilité aussi. C'est pour ça que je parle de mission, parce que Saturne va être là toujours en Poisson, pas trop loin du Soleil, donc de l'éclipse en Vierge. Bref, tout ça pour dire que notre rôle en tant qu'individu, notre mission par rapport au collectif, nos responsabilités à prendre au niveau de l'intangible, qu'est-ce qu'elles vont être, je pense qu'on va doucement le savoir. Donc, aussi, une chose qui est à mentionner, c'est que le 2 mars jusqu'au 13 avril, Vénus va être rétrograde, OK, à 10 degrés du Bélier jusqu'à 24 degrés du Poisson. Donc, Vénus rétrograde, on se rappelle que c'est de la réévaluation de nos valeurs, réévaluation de comment on rencontre l'autre, donc notre monde relationnel. On remet les choses en question, ou du moins, si jamais il y a de la poussière sous le tapis, ça se peut que ça revienne à la surface. Mais ce n'est pas là nécessairement pour provoquer des conflits ou quoi que ce soit, c'est simplement là pour s'aligner mieux avec notre cœur. Sachant qu'elle se fera dans le signe du Bélier et du Poisson, cette rétrograde-là, ça va être une réévaluation de notre estime, de notre valeur, OK, en tant que,
plus en mode bélier, notre indépendance? Est-ce qu'on se met de côté au niveau des liens qu'on entretient versus ce qu'on veut vraiment en tant que personne? Après aussi, nos passions, nos initiatives au niveau de l'amour, tu sais, est-ce qu'on les néglige justement? Est-ce qu'il manque de feu dans notre relation? Ça se peut que ça ressorte. Ça se peut qu'il y ait des conflits ou du moins comme on ait moins de patience à ce moment-là, mais quand même, c'est important de voir quel genre de sujets vont ressortir parce qu'ils ne sont pas là pour rien. Et par la suite, quand Vénus va tomber en Poisson, mais ça va nous permettre, à partir du 23 mars en passant, ça va nous permettre de nous reconnecter avec, l'empathie qu'on a pour l'autre, faire attention de ne pas se faire des delusions, OK, par rapport aux autres autour de nous, et de voir aussi à quel point on se sacrifie, on se dévoue en amour versus notre individualité là, dans Bélier. Je pense que ça va être un thème qui va ressortir beaucoup pendant cette rétrograde, mais on s'en reparlera dans un épisode de podcast probablement. Bon, ensuite, on a l'éclipse en Vierge, l'éclipse lunaire en Vierge, donc ça, c'est une pleine lune qui va se passer le 14 mars à 23 degrés en Vierge. Regardez si vous avez des planètes là-dedans. Elle est relativement bien aspectée, cette éclipse-là, je trouve. Donc, c'est quand même intéressant. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on va devoir purger, dépendamment de dans quel domaine de vie la Vierge se trouve pour vous, quelle maison, OK? On en reparlera encore une fois dans un épisode de podcast, peut-être un atelier, qui sait. Mais reste que cette éclipse m'inspire quand même bien, et d'ailleurs celle en Bélier aussi. Je trouve que les aspects sont quand même positifs. Ça veut pas dire que si c'est positif, tout va aller bien, là. C'est souvent des péripéties, mais quand même, je pense que c'est des beaux fins de chapitre qui vont se terminer pour qu'on reparte à neuf d'une façon beaucoup plus, encore une fois, alignée avec où est-ce qu'on est censé aller. Donc, le 29 mars, on a l'éclipse solaire en Bélier, et ça, c'est le dernier chapitre de toute la saison des éclipses Bélier-Balance, là. Et ça tombe dans une nouvelle lune, donc une éclipse solaire, dans le signe du Bélier, qui est comme le nouveau départ. Moi, j'ai vraiment l'impression que tout ce qu'on a travaillé là, au courant de l'année et demie dernière, mais là, ça va comme clore, mais en même temps, repartir à neuf. C'est pour ça que c'est très inspirant, étant donné en plus que cette éclipse-là, elle est bien aspectée. Moi, je pense que c'est vraiment comme un fresh start, quelque chose de positif, quelque chose d'encourageant, qui, oui, peut-être va demander du courage et tout, mais qu'au final, on est partant là-dedans, puis on est content de vouloir avancer. Et encore une fois, dépendamment de dans quelle maison tombe cette éclipse-là pour vous, qui va se passer en passant dans le 9e degré du Bélier. Regardez si ça tombe dans quelle maison, que ce soit en Placidus ou en Whole Sign. Maintenant, je regarde doucement un peu plus le Whole Sign, honnêtement. Mais quand même, si vous avez aussi des planètes personnelles dans ce coin-là, ça se peut que ça touche à ces thèmes-là. T'sais, si c'est Mars, peut-être votre motivation, votre drive, votre confiance. Si c'est Vénus, vos relations, peut-être nouveau départ. Tout ça, là. Il faut réfléchir à ça, mais quand même, moi, je vois ça comme étant encourageant, et je suis très contente qu'on finisse ce cycle Bélier-Balance d'une façon optimiste comme ça. Donc, après ça, on a Neptune qui change de signe environ à chaque 11 ans, qui va tomber de Poisson jusqu'en Bélier. OK? Il va rétrograde éventuellement, il va revenir là, dans le signe du Poisson, mais quand même, il fait sa première entrée en Bélier le 30 mars 2025. Donc ici, nos idéaux vont changer. Je pense qu'on va être plus orienté vers le courage, le willpower, l'individuation, l'action dynamique, notre individualité. Encore une fois, collectivement, je pense que ça va être dans notre psyché. Neptune en Bélier, pour moi, ça sonne un peu comme « je t'impose mes croyances » aussi, OK? Fait que je sais pas s'il va y avoir ça qui va ressortir au courant des années, comme des croyances un petit peu comme trop in your throat, là. On verra, mais quand même, c'est malgré tout quelque chose de confiant, quelque chose d'assumé au niveau des croyances. Fait que du côté positif, on peut le voir de même. Puis si on le voit un petit peu plus comme OK, ça se peut qu'il y ait des groupes qui imposent un peu ce qu'ils pensent, qu'ils croient, peut-être même avec violence, étant donné que c'est Bélier, hein, qui sait, mais bon, on veut pas rentrer là-dedans non plus. Moi, je pense quand même, malgré tout, que c'est un beau changement d'énergie pour le collectif. C'est beaucoup plus conquérant comme énergie, puis je pense que ça va nous faire du bien. Donc, en avril, je pense qu'on se revient à nous-mêmes, là. OK? Mercure va tomber direct en Poisson le 7 avril. Après, Vénus va tomber direct en Poisson le 12 avril. Mercure va rentrer en Bélier le 16. Et Mars va rentrer en Lion le 18 avril. Donc, beaucoup d'énergie, là, comme de feu qui revient de côté direct et non rétrograde qui revient. D'ailleurs, le 30 avril, Vénus rentre en Bélier. Donc, reste que toutes les interrogations, les péripéties, les remises en question, les prises de recul, tout ça de Mars, qui vont être très importants en passant, là, donc ce n'est pas à prendre à la légère, au contraire, de vraiment s'arrêter pour le faire. Mais d'après moi, ça va repartir un peu plus en avril. On va se sentir confiant dans nos décisions idéalement.
En mai, on a le post-shadow phase de Mars qui va être terminé officiellement, là, OK? Puis Mars rétrograde, honnêtement, je sais pas pour vous, mais moi, il m'a touché quand même beaucoup, ou du moins, je sens qu'il me touche quand même pas mal, OK? Donc, le 23 février, ça devrait être mieux, mais officiellement, le 2 mai, là, on est free, on est léger, je pense qu'on est plus déterminé, plus confiant, moins frustré qu'avant, donc idéalement, si on peut accueillir ça et l'utiliser à notre bénéfice, tant mieux pour nous. Ensuite, Saturne passe du Poisson au Bélier le 25 mai 2025. Donc, pour tous mes 96, là, ceux qui sont nés, bon, plus vers la moitié / fin 96, c'est notre retour de Saturne, mes chers. J'ai Saturne en Bélier à 0 degré. Ça va être mon retour de Saturne. Ça va être le retour de Saturne pour une couple de personnes aussi nées dans ce genre d'année-là. Et Saturne, qu'est-ce que ça nous demande? C'est de prendre nos responsabilités. Dans un signe comme le Bélier, qui est très autonome, qui est très individuel, qui est très courageux, etc., c'est de savoir si on est prêt à oser être nous-mêmes, si on est prêt à se battre pour notre individualité ou à structurer notre prise d'action, notre prise d'initiative d'une façon plus mature aussi peut-être. Donc là, je parle collectivement, pas juste pour les gens qui vont être dans le retour de Saturne, mais vraiment de prendre des actions responsables, d'être capable de structurer notre énergie d'une façon qui est mature et qui va porter des résultats long terme. D'ailleurs, en passant, Saturne, ce n'est pas son signe préféré d'être dans le Bélier parce que justement, c'est tellement, on va dire restreignant, mais du moins structurant. Et le Bélier, c'est pas nécessairement le genre d'énergie qui aime être dedans. On s'entend, il veut pas être limité, il veut pas être arrêté ou structuré. Au contraire, il veut juste courir aussi vite qu'il veut dans le pré qui, lui, a décidé de courir. On s'entend, OK? Donc, quand même, d'essayer d'utiliser cette énergie de Saturne pour mieux se responsabiliser quant à notre prise d'initiative, à nos choix individuels, à notre frustration peut-être, à nos impulses, OK, nos impulsions, tout ça, ça peut être recommandé. Et aussi de ne pas avoir peur d'oser s'assumer d'une façon responsable et structurée, OK? Donc, exemple, si on a envie de se lancer en affaires, bien, de faire un plan structuré pour oser faire ce projet-là au lieu de procrastiner, disons. C'est un peu ce genre de vibe-là que je vois pour Saturne en Bélier. C'est sûr que Neptune ne va pas être trop loin non plus. Donc, Neptune, c'est l'intangible, c'est le sans limite, tandis que Saturne, c'est la limite. Donc, d'essayer de voir où est-ce qu'on peut se spread en tant que personne, mais où est-ce qu'on peut aussi se restreindre, disons, pour que ce soit constructif. Donc, s'étendre au plus grand et quand même de canaliser notre énergie d'une façon structurée aussi. Dans l'atelier Level Up 2025, d'ailleurs, on va en parler de c'est quoi qu'on doit structurer ou c'est quoi qu'on doit laisser sans limite dans notre vie, OK, dépendamment de dans quelle maison se trouvent Saturne et Neptune dans votre thème au courant de cette année. Donc, on va regarder ça ensemble. Ensuite, j'aime beaucoup juin. Je trouve que le mois de juin est beau, il est cosy, il est comme proche, intime, tout ça. Vénus va être entrée en Taureau le 6 juin. On a Mercure qui va entrer en Cancer le 8 juin. On a Jupiter qui va entrer en Cancer le 9 juin 2025. Donc ici, la planète de l'expansion, de l'amélioration des opportunités, de la chance, va être dans le signe très proche, intuitif, empathique du Cancer. Donc, je pense que c'est une belle opportunité de se rapprocher de soi, de ses intuitions ou de se rapprocher des autres qu'on aime avec empathie, avec compassion. Ça va être beau à ce moment-là. La seule chose, c'est que Jupiter va faire un carré à Saturne en Bélier le 15 juin. Donc ici, Jupiter en Cancer qui veut tellement être expansif au niveau des connexions, de se rapprocher des autres, de l'empathie et tout, versus Saturne en Bélier qui nous dit « OK, mais comme structure-toi en tant qu'individu aussi, là. Oublie-toi pas à ce niveau-là. » Donc juste de doser... Bon, le cœur qu'on peut donner aux autres ainsi que la rigidité / la discipline qu'on peut se donner à soi aussi, de mixer les deux, de trouver un compromis entre les deux, ce serait l'idéal pour cette énergie-là. Donc, ça nous demande de rester réaliste sur l'optimiste de Jupiter. Je pense qu'on a vécu ce transit-là en passant cette année aussi là, avec Jupiter en Gémeaux et Saturne en Poisson. Ça se répète un petit peu. Donc, c'est simplement de doser son énergie versus l'expansion qu'on veut donner. Mais bon, malgré tout, je trouve que le mois de juin est vraiment cute, OK? Je trouve que c'est très relationnel, je trouve que c'est très stabilité, c'est très comme je m'écoute, puis j'écoute les autres autour de moi, donc je l'aime bien ce mois-là. En juillet, là, on a notre monde technologique qui se révolutionne avec Uranus qui entre en Gémeaux le 7. On a aussi le 4 juillet, Vénus en Gémeaux, là, juste simplement. Donc, j'en ai parlé au début de l'épisode, mais Uranus en Gémeaux, ça va arriver, ça va montrer du changement, OK, au niveau des communications, au niveau de comment on se connecte les uns aux autres, comment on se déplace, comment on pense, comment on apprend. Donc, ça se peut qu'il y ait des innovations qui rentrent à ce moment-là. Je serais curieuse de voir si c'est en juillet qu'on va voir ça ou juste un petit peu après au courant des mois.
Donc, de voir quelle partie de notre vie va se révolutionner, dans quelle partie de notre vie on peut innover ou trouver des nouvelles façons de faire, ça va être dans l'atelier aussi, OK? Je vous explique tout ça en profondeur. On a Saturne qui va rétrograde du 13 juillet jusqu'au 2 septembre. Je le mentionne pour mes ascendants Capri, parce que je sais pas pour vous, mais moi, je le sens tout le temps, Saturne rétro. Après le 18 juillet, on a Mercure qui va rétrograde aussi en Lion, du 18 juillet jusqu'au 11 août. Donc, il va falloir qu'on revisite certains sujets, dépendamment dans quel domaine de vie se trouve le lion pour vous. Revoir l'ego qu'on s'accorde, notre valorisation personnelle, la reconnaissance qu'on a dans le monde, etc. Ce sera des questions à se poser. On en reparlera d'ici là. Le 31 juillet, on a Neptune qui va faire une conjonction à Saturne. Donc, Saturne, c'est les limites et Neptune, c'est le sans limite. OK? Donc, ici, ça se peut qu'on se pose des questions sur la morale de nos structures, par exemple. Ça pourrait ressortir. En même temps, étant donné que c'est à 0 degré, je pense franchement que c'est le début d'un nouveau cycle. J'ai bien hâte de voir de quelle façon, par rapport aux structures, par rapport à la liberté individuelle, encore une fois, à suivre. En août, on a Mercure qui va tomber direct, le 11. On a aussi une nouvelle lune en Vierge, le 23 août, puis je le mentionne simplement parce qu'on va en avoir 2 cette année. OK? On a l'éclipse qui va se passer le 21 septembre, qui va être une nouvelle lune en Vierge aussi, une éclipse solaire. Et puis, on a la nouvelle lune en Vierge tout court, le 23 août, donc double énergie Vierge cette année. C'est quand même important. Tu sais, ça arrive de temps en temps, mais que là, c'est mis de l'avant, donc c'est bon à savoir aussi. C'est pour ça que d'autant plus l'énergie Vierge dans votre thème astral, regardez, se trouve dans quel domaine de vie pour savoir c'est quoi qui va avoir des nouveaux départs là, parce que non seulement on a une nouvelle lune, mais on a aussi une éclipse qui va se passer dans ce domaine de vie-là. Et bon, en août, le 31, encore une fois, on va avoir des beaux aspects entre les planètes transgénérationnelles qui ont changé de signe. C'est, d'après moi, le moment où est-ce que ça va se manifester le mieux, ce changement-là, mais ça reste à suivre. Je ne sais pas exactement comment, on verra. Après le 1er septembre, Saturne retourne en Poisson. OK? Donc là, on revient dans l'énergie du Poisson pour vraiment clore ce chapitre. L'énergie du Poisson, on s'entend, c'est entre autres le monde émotionnel, le sacrifice, le don de soi, au niveau de nos émotions, de notre vulnérabilité, tout ce qui touche à ça, on vient clore ce chapitre-là. Le 7 septembre, on va avoir une éclipse lunaire en Poisson, donc une pleine lune en Poisson le 7. Ensuite, le 19, on a Vénus qui entre en Vierge et l'éclipse solaire en Vierge va se passer le 21 septembre. On en reparlera d'ici là, toute la saison des éclipses de l'automne. Mais quand même, regardez le signe du Poisson, regardez le signe de la Vierge, ça tombe où dans votre thème astral parce que c'est quand même des thèmes qui vont ressortir au courant de cette année beaucoup. Donc, c'est quand même tranquille en octobre par la suite, des changements normaux là, comme Mercure en Scorpion, Vénus en Balance. Mais le 22, on a Neptune qui va réentrer en Poisson. Donc, encore une fois, une dernière moment en fait de clore tous les thèmes qui sont associés au Poisson. Et elle va revenir en Bélier, Neptune, en février 2026. OK? Donc, d'ici là, on a le temps de travailler là-dessus. D'ailleurs, il me semble que Saturne, c'est pas trop loin de ça qu'elle revient en Bélier aussi, là, dans le coin de février. Il faudrait que je vérifie, mais quand même. Ensuite, en novembre, on a Uranus qui revient dans le signe du Taureau, le 7 novembre. Ça peut être le moment de clore un certain chapitre de notre vie, OK? Surtout si on regarde ça du côté whole sign. Pensez à lorsque Uranus venait juste de rentrer en Taureau, fin mai 2018. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans votre vie de particulier? Ça se peut que ce soit la fin de ce chapitre-là, ou du moins que ce soit clos d'une façon définitive dans votre cœur. Le 9 novembre, on a Mercure qui va rétrograde en Sagittaire, donc de 6 degrés du Sagittaire jusqu'à 20 degrés du Scorpion. Le thème du Sagittaire et du Scorpion dans notre thème astral va devoir être revisité et réfléchi. Donc Jupiter va tomber rétrograde le 11 novembre et on a Saturne qui va tomber direct le 27. On a Mercure qui va tomber direct le 29. Puis, bon, on a Vénus qui entre en Sagittaire, c'est pas full important, mais voilà. Et ensuite, en décembre, on a Mars qui va entrer en Capricorne, Vénus qui va entrer en Capricorne. Il n'y a pas grand-chose de si life-changing en décembre qui se passe. Donc, en espérant que ça vous donne quand même une bonne idée de ce que l'année nous réserve, évidemment, les moments marquants, on va en reparler dans les podcasts, là, que ce soit Vénus rétrograde, c'est sûr que j'en parle, la saison des éclipses, que ce soit au printemps, et ou en septembre, d'après moi, je vais en parler aussi, c'est sûr. Donc, on se revoit par rapport à ces sujets-là plus précisément. Mais je vous le répète, si jamais vous voulez voir les impacts personnels des changements de signes, des grosses planètes dans votre vie à vous, je vous conseille d'aller prendre l'atelier 2025, étant donné qu'on parle de ça pendant un bon bout. Vous pouvez l'utiliser pour vous-même et ou pour vos proches, OK? Parce qu'évidemment, vous avez accès à tout le contenu. Donc, même si ça tombe dans une seule maison pour vous, mais ça se peut que votre ami, ce soit une autre, votre mère, ce soit une autre. Comme c'est intéressant de faire des petites prédictions à nos proches et à soi-même aussi. Donc, en espérant que vous aimiez cet atelier,
atelier-là d'ailleurs. Et en espérant que vous avez aimé ce podcast-là, qui prend du temps à faire en passant, mais que quand même, ça me fait vraiment plaisir de faire parce que veux pas, c'est toujours intéressant d'avoir une petite idée de qu'est-ce que l'année nous réserve. Moi, je pense que l'année 2025 s'annonce très prometteuse, surtout au niveau des transformations et des changements qu'on va vivre. Donc, accueillons ça, les bras ouverts, puis je pense que c'est comme ça qu'on va s'en sortir le mieux possible. Donc, n'hésitez pas à rater cet épisode 5 stars si jamais vous l'avez aimé. Et puis, on se rejoint dans un prochain épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep so à l'intérieur de vous.